Merci à tous pour votre écoute, votre présence, votre participation, je l'espère, donc à cette discussion autour des conséquences que que le terrorisme fait peser sur l'action humanitaire et ses acteurs principaux. Acteurs principaux dont nous avons ici d'illustres représentants et que j'ai le plaisir de vous introduire. Balthazar Staelin, directeur adjoint des opérations au CICR. Le terrain, vous connaissez puisque vous avez été chef de délégation sur le terrain. Votre zone d'intervention initiale, Moyen-Orient, Afrique et les Balkans. Vous avez également veillé à la bonne conduite des opérations dans 11 délégations œuvrant en Israël, les territoires autonomes et occupés, mais aussi Irak et Liban, de 2002 à 2006. Ronnie Broman, qu'on ne présente plus, référence majeure de l'action humanitaire internationale. Si l'action humanitaire portée par des anonymes devait avoir un visage, ce serait sûrement le vôtre. Vous avez été entre autres président de MSF de 82 à 94 et vous êtes toujours membre de l'association. Louise Avon, vous êtes déléguée à l'action humanitaire au ministère des Affaires étrangères depuis 2005. Voix de la France officielle, vous allez nous éclairer sur la position des pouvoirs publics en cette matière. Enfin, Michel Vetet, président de l'Institut international de droit humanitaire. Avec vous, nous allons comprendre en quoi les actes terroristes posent des défis juridiques spécifiques. Vous êtes par ailleurs l'auteur de travaux importants sur la notion de guérilla et droit humanitaire. Donc je me tourne vers vous, Balthazar. Première question, sur le terrain, concrètement, ça se passe comment avec ce contexte généralisé de terrorisme? Merci, bonsoir. Peut-être je dois commencer en disant qu'évidemment, si on pose la question comment le CICR se présente au phénomène terrorisme, qu'il n'y a pas de définition universellement acceptée. Donc peut-être, si vous permettez de reformuler la question, qu'est-ce que le CICR fait sur le terrain face à des acteurs utilisant des actes de terrorisme? Je pense communément, on comprend ce qu'on veut dire par acte de terrorisme, qui sont évidemment interdits s'ils ont lieu par l'UDH, interdits par le droit international humanitaire s'ils ont lieu dans des situations de conflit armé international et non international. Le CICR a dû faire face dans son histoire, déjà il y a bien longtemps, à de tels actes de terroristes commis par des acteurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'efforce à apporter protection et assistance aux personnes affectées par des conflits, y inclut des personnes qui sont affectées soit par des actes terroristes, soit par des actes de répression suite à des actes terroristes par des belligérants. Et il s'efforce aussi à promouvoir le droit international humanitaire avec des acteurs étatiques et aussi avec des groupes armés, des acteurs non étatiques. Et pour nous, c'est très clair que ce n'est pas donc un problème de manque de règles par rapport à des actes terroristes, mais véritablement un manque de respect pour les règles existantes. Donc c'est effectivement un problème, je dirais, qui se pose aussi en termes opérationnels. Et nous avons choisi de continuer avec une approche résolument indépendante et neutre de l'action humanitaire selon les principes qui régissent l'action du CICR. Et ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, et nous devons l'être, en contact, en dialogue avec beaucoup d'acteurs qui sont étiquetés, taxés comme terroristes et qui, dans certains d'entre eux, effectivement, utilisent aussi des actes terroristes afin de, dans le cadre de ce dialogue, d'un côté, évidemment, assurer déjà que nous, en tant que CICR, que nous avons accès aux victimes, mais aussi pour engager un dialogue sur leur conduite d'hostilité, vu leurs obligations qu'ils ont aussi comme acteurs non étatiques en vue du DIH. Je ne veux peut-être pas être trop long dans ces introductions, dans ces remarques introductives, mais je dirais quand même, je voudrais encore ajouter juste un défi très important lié au phénomène dont on parle aujourd'hui. C'est d'un côté une mise en question du DIH que nous avons vu autour de ce phénomène, qui a été taxé comme je dirais, non relevante aujourd'hui, ce que nous pensons n'est pas le cas. Et de l'autre côté, une tendance très dangereuse de qualifier comme terroriste tout groupe armé, indépendamment de ses actes. Je reviendrai peut-être après sur les risques qui découlent, je dirais, de cette focalisation plutôt sur l'identité terroriste et n'est pas sur l'acte terroriste commis par un groupe ou voire par un État. Merci.
Michel Vehutet, je vais vous donner la parole, pardon. Balthazar disait ce n'est pas un problème de règles, mais plutôt un problème de respect de ces mêmes règles. Que dit le DIH face au terrorisme? Alors, merci Soumaya. Le DIH, d'abord, ne parle pas de terroristes, mais parle de terrorisme et interdit justement les actes de terrorisme, qu'ils soient commis par des États ou des acteurs non étatiques. Et je dirais que là, il y a un article parmi les 600 que comptent les conventions de Genève et leur protocole additionnel. Merci Ronnie. C'est l'article 3 commun. Et cet article 3 commun des 4 conventions de 49 est un article qui lie autant les États que les acteurs non étatiques. Et je dois dire que cet article mérite la lecture. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je vous encourage vivement à le faire pour plusieurs aspects. D'abord parce qu'il coïncide avec les droits de l'homme non dérogeables. Il interdit par exemple la torture, il interdit les attaques contre les civils, il demande la protection des blessés, il offre aussi au CICR la possibilité d'offrir ses services. Et alors si vous dites après qu'il n'est pas appliqué, je dirais qu'il a au moins une grande porte qui permet de l'appliquer et qu'il n'a pas d'impact sur le statut des parties au conflit. Parce que très souvent, un des obstacles au droit humanitaire, à l'application du droit humanitaire, je pense par exemple le statut des prisonniers de guerre ou le statut de territoires occupés, est justement le statut des parties ou le statut des conflits. Et donc, comment le faire appliquer? Eh bien, je crois que ce serait une longue affaire, mais très souvent, on se rend compte que des acteurs non étatiques sont soutenus par des États. Et que ces États, on pourrait très bien les identifier, on pourrait très bien leur demander d'exercer leurs propres responsabilités, que ce soit parce qu'ils les soutiennent militairement, les soutiennent financièrement ou les soutiennent politiquement. Et parfois, dans d'autres circonstances, ce sont des diasporas, c'est-à-dire des communautés à l'extérieur. Je citais l'exemple, par exemple, des Tamouls. Eh bien, on a vu que les tigres tamouls, à un moment donné, ont changé certaines de leurs pratiques qui pouvaient être qualifiées, je dirais, de terroristes, les ont changées suite à des pressions de diaspora tamouls à l'extérieur du Sri Lanka. Et je pense encore une autre chose, c'est que le CICR, essentiellement, dans cet article 3, se voit encouragé non seulement à offrir ses services, mais aussi à conclure des accords spéciaux avec ces acteurs non étatiques et même à conclure ces accords entre gouvernements et justement ces acteurs non étatiques. Alors, un des exemples que je voudrais citer, c'est celui de l'Afghanistan. L'Afghanistan, au moment de la guerre soviétique, le CICR a réussi à conclure un accord sur les prisonniers. Et je pense que c'est un accord qui était très intéressant parce que ni les soviétiques ni les moudjahidines ne voulaient se parler mutuellement. Donc le CICR a là servi d'acteur neutre, d'humanitaire, d'impartial, d'intermédiaire. Et cet intermédiaire a permis justement de signer sur 2 feuilles de papier différentes le même texte, un avec les soviétiques et le CICR, et l'autre, le même texte, le CICR et les moudjahidines. Et le résultat était que justement les prisonniers que capturaient les moudjahidines, les soviétiques étaient capturés par les moudjahidines, ont été remis au CICR, ont été internés en Suisse, tandis que les prisonniers que les soviétiques capturaient ont été visités par le CICR dans les prisons de Kaboul. Eh bien, là, on a eu un exemple d'imagination qui serait peut-être encore utile aujourd'hui, même en Afghanistan, mais probablement dans d'autres secteurs où le CICR est actif. Merci.